Bonjour, merci Julie Rouanette, Ingrid Petit d'avoir accepté notre invitation. Et je laisse la parole à Pierre Dehé qui animera la session d'aujourd'hui. Merci Elisabeth. Bonjour à tous, bienvenue sur cette libre antenne hebdomadaire. Alors aujourd'hui, on a la chance et le plaisir d'avoir deux acteurs clés, j'allais dire de l'emploi et du monde économique, avec Pôle emploi et l'APEC. Et on va aborder un peu les questions, bien évidemment, de la façon dont les choses se sont passées pour eux et pour le recrutement en général. Mais aussi, on va voir un petit peu comment va se développer avec tout ce qui est positif, tout ce qu'on peut prendre de positif et tout ce qu'on a mis en place pendant cette crise sanitaire pour le futur. Alors, je vais laisser la parole rapidement. Alors, Ingrid, peut-être tu peux commencer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as vécu cette période de confinement qui est arrivé assez brutalement, à la fois vis-à-vis des clients et aussi en interne? Alors, tout d'abord, bonjour. Alors, en interne, on l'a vécu de manière assez aisée parce que Pôle emploi est rentré dans un dispositif de mise en place de télétravail et aussi d'équipement d'ordinateurs portables pour tous les agents. Donc, on a la chance à Antibes d'avoir été doté de cet équipement juste avant le confinement, ce qui nous a permis en réalité de maintenir quasiment tous nos services à distance. Vis-à-vis des clients entreprises, mais aussi vis-à-vis des usagers demandeurs d'emploi, puisque vous le savez, Pôle emploi gère aussi l'indemnisation des demandeurs d'emploi, qui était une priorité Pôle emploi et une priorité du gouvernement. Et un deuxième point, l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers l'emploi ou vers la formation. Donc, cela aussi, on a pu le maintenir avec la mise en place, enfin l'accélération, on va dire, de tous nos outils à distance, puisque aujourd'hui, beaucoup d'actes métiers peuvent être réalisés à distance par le demandeur d'emploi tout seul sur son espace demandeur d'emploi ou par l'entreprise sur son espace recruteur. Et on a juste mis en place un complément avec beaucoup plus de conseillers au téléphone. Donc en fait, très vite, des premières actions pour se mettre dans l'organisation un peu nouvelle du Oui. travail qui est imposée. Comment vous avez traité par rapport à la fois aux clients entreprises, puisque vous êtes en contact avec eux régulièrement, et Oui. par rapport aux demandeurs d'emploi sur lesquels il y avait peut-être déjà des processus engagés? Alors, donc le Pôle emploi au niveau national a fixé des priorités, hein. C'était l'indemnisation et l'actualisation des demandeurs d'emploi, puisque 15 mai, on arrivait très vite dans une période où il est nécessaire d'actualiser. Et souvent, une partie des demandeurs d'emploi, souvent les moins aisés, les moins habitués aux outils numériques, avaient besoin d'un accompagnement sur l'actualisation, puisque c'est ce qui leur permet d'accéder à leurs droits. Donc, très vite, on a mis ça en place avec justement des rappels, beaucoup d'organisations à distance. Et très vite, on a été assez satisfait parce que on s'est aperçu que tout le travail qu'on faisait actuellement, et cela depuis plusieurs années, auprès des demandeurs d'emploi pour les acculturer au numérique, a servi parce que le premier week-end de mars, dans l'actualisation, on avait un taux d'actualisation qui était monté à presque 90%. Il nous est resté que très peu de demandeurs d'emploi à recontacter et à accompagner pour leur actualisation. Voilà. Puisque la fermeture des portes à l'agence a été brutale aussi. On a continué à répondre par vidéo portier, mais on ne pouvait plus ouvrir pour donner accès aux outils numériques. Pour les entreprises, c'était un petit peu différent puisque très rapidement, il n'y avait plus de dépôt d'offres. Ça, c'était malheureusement la règle. Et pour les entreprises, il nous a surtout fallu les accompagner très vite à savoir si les offres déjà déposées
dans une période très forte, je pense à la saison, hôtellerie, restauration, tourisme qui démarrait. On a dû très vite les accompagner, à savoir si on maintenait le recrutement, on le reportait, et surtout les accompagner sur tous les dispositifs mis en place, et par l'État, par la région, par le département et par Pôle emploi, pour les accompagner pendant ces périodes très difficiles. Donc, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule. On a continué à faire du recrutement, mais on a aussi été beaucoup plus en conseil auprès des employeurs et en recueil d'informations pour pouvoir faire remonter les difficultés de tous les secteurs aussi auprès de l'État, du préfet notamment, par l'intermédiaire de notre direction territoriale. Donc, voilà. Et alors, Julie, pour la PEC, comment ça a été vécu de votre côté? Écoute, nous, je reconnais assez ce qu'on a vécu dans les propos d'Ingrid. C'est vrai que nous aussi, du jour au lendemain, de mémoire, c'était le 16 mars, on nous a dit ce soir, vous quittez les centres et demain, vous êtes tous en télétravail. Donc, dès le 17 mars, on était tous, que ce soit les équipes niçoises, mais toutes les équipes APEC de France étaient en télétravail dès le début du confinement. Ce qui a été plutôt aisé, alors particulièrement, tout comme l'agence d'Ingrid sur Nice à l'APEC, on a la chance de faire partie d'une expérimentation. Enfin, on faisait partie d'une expérimentation parce que tout va être repensé à l'aune de ce confinement. Et donc, on était tous équipés, tous mes collaborateurs étaient équipés d'ordinateurs portables, téléphones portables, licence WebEx pour exploiter la visio. Donc, je dirais que ça a été très rapidement, alors passer la phase un peu de désidération qu'il a fallu gérer, ils étaient tous en tout cas opérationnels au niveau matériel pour assurer une continuité de service. Donc côté cadre, l'activité a continué. Enfin vraiment, on a transformé tous nos rendez-vous en physique en rendez-vous par téléphone ou par visio. On animait déjà des web ateliers. C'était déjà mis en place côté cadre. Donc, il y a eu une continuité à ce niveau-là, voire une multiplication. On a eu nos demandes de web ateliers ont été multipliées par 6 au niveau national, entre le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril. Donc, c'était vraiment exponentiel. On a vraiment senti les cadres qui avaient un besoin de se préparer à l'après, de peaufiner leur candidature, de se rendre visibles, donc qui ont consommé beaucoup de nos web ateliers. Et puis côté entreprise, là on a eu un arrêt net de l'activité, très clair, puisque comme on était vraiment focusé sur le recrutement, donc nous les équipes, les consultants ont appelé quelques clients, mais on a très vite senti que la priorité c'était vraiment la mise en place du chômage partiel, sauver la trésorerie, des mesures d'urgence. Donc du coup on s'est vraiment adapté. Donc, côté entreprise, nous n'avions pas encore de gamme de web ateliers. On faisait que des ateliers en présentiel. Et très vite, on a penché sur une gamme de web ateliers qu'on a déployée dès début avril, donc en s'adaptant à la situation. Et puis, voilà, on a essayé de jouer un rôle de conseil, d'intermédiaire, donc avec les acteurs du territoire par rapport aux priorités des entreprises. Voilà. On reparlera un peu plus tard, un peu plus en détail peut-être des web ateliers. La digitalisation, donc vous étiez quand même, l'utilisation en tous les cas des technologies, vous étiez habitué. Mais est-ce que ça a remis en question quand même cet arrêt, ce confinement? Est-ce que ça a remis en question, ça a fait modifier un petit peu les processus dans lesquels vous étiez déjà engagé, puisqu'il y avait quand même, vous aviez déjà des cadres, vous avez aussi des entreprises qui cherchent à recruter. Est-ce que tout s'est arrêté complètement? Comment ça s'est un petit peu mis en place après ce confinement, au moment où le confinement était décidé? Il y a vraiment eu pour nous une continuité côté cadre. Alors c'est vrai que côté cadre, ça a été assez fluide. Alors après, une fois de plus, je parle moi de mon équipe niçoise qui était équipée, qui animait déjà des web ateliers, donc qui était assez à l'aise avec les outils numériques. Si je regarde d'un côté un peu plus national, au niveau de l'APEC, on a formé beaucoup de nos collaborateurs sur l'utilisation. Alors après, il a fallu aussi équiper, au-delà de l'équipement, beaucoup des consultants APEC en France ont utilisé
leur matériel personnel. Donc, il a fallu les équipes informatiques. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup dormi dans les Très premiers sollicité. temps du confinement. On n'entend pas très bien, Oui, Julie. oui, on a une petite coupure. Vraiment, on est cette Voilà. continuité. Voilà, choix de notre direction, notre mission donc, on a tout mis en œuvre pour à la fois former. Julie, on vous Bon. entend pas très bien. On n'entend pas très bien, on a des coupures, donc vous avez quand même mis un point important dans la formation aussi des consultants pour pouvoir s'adapter aux nouvelles. D'accord. Julie, Voilà. Bon. Julie, je vous mets en muet pour le moment. Oui. D'accord. Alors, du coup, Ingrid, alors vous de votre côté, donc vous là. avez. Ah. les joies des webconférences. Voilà. Au niveau Pôle emploi, donc vous avez équipé la totalité de vos collaborateurs, mais par rapport en fait au processus de recrutement qui était entamé, qu'est-ce que vous avez concrètement changé? Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement changé? Eh bien, malheureusement, la chose qu'on a dû changer, c'est qu'on n'a pas pu concrétiser par des rencontres physiques un certain nombre de recrutements, puisque un des axes qu'on travaille beaucoup depuis maintenant un an et demi avec les actions vers un métier, c'est les rencontres directes entreprises et candidats, demandeurs d'emploi ou autres candidats. On a dû donc tout ça le remettre en question, c'est-à-dire que tous les salons, les forums, tout ce qui est job dating qu'on avait pu programmer jusqu'à fin juin, on a dû y renoncer et à essayer et trouver des solutions transitoires et parallèles. Donc, ça nous a conduit à transformer, par exemple, un job dating avec le CFPPA, des espaces verts. On l'a transformé en e-salon, en salon en ligne, qui permet aujourd'hui de pouvoir mettre en contact les employeurs qui recherchent des candidats en apprentissage ou des types classiques, de les mettre en contact avec des candidats en direct à travers des organisations visio et téléphone. Pour l'organisation de l'équipe, nous on fait beaucoup de suivi par téléphone déjà. On fait peu d'ateliers vidéo, etc. parce que les employeurs n'ont pas forcément une grande disponibilité là-dessus. On avait testé par le passé et en fait on répond plutôt en individuel. Donc pour nous ça n'a pas changé énormément de choses puisqu'on travaillait beaucoup par téléphone. Ça a par contre beaucoup changé nos rapports avec eux. Parce qu'effectivement, il y a l'aspect soutien moral, du moral qu'il a fallu mettre en place. On a eu beaucoup d'employeurs très angoissés par cette situation et on a dû répondre à des questions assez importantes de ce côté-là. Et puis, là, les accompagner, à mener un entretien par téléphone, à mener un entretien par vidéo, à prendre les précautions sur les gestes barrières, puisque Pôle emploi a mis aussi en place, à la demande de l'État, gère à la demande de l'État, une plateforme pour les recrutements des secteurs prioritaires, qui étaient la santé, le commerce, la sécurité, le transport. Toutes les offres urgentes et prioritaires, on devait les travailler et accompagner les employeurs et les candidats là-dessus. Donc, on a dû vérifier tous les points de disponibilité, de sécurité sanitaire et avec les employeurs et avec les demandeurs d'emploi. Ce qui est un peu nouveau comme démarche, ça ne fait pas partie de nos missions habituelles de dire à quelqu'un est-ce que vous êtes en bonne santé, est-ce que vous allez accueillir votre candidat en respectant tel et tel critère sanitaire. Donc, c'est des choses nouvelles. On s'est adapté et on a réussi à faire fonctionner cet outil-là qui va perdurer, je pense, jusqu'à fin juin pour des recrutements justement un petit peu urgents post-déconfinement. D'accord. Et qui va être élargi. Alors, dans ces métiers qui étaient en tension, est-ce que vous avez réussi
à avoir des recrutements qui se sont effectués pendant cette période? Oui, 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 on a réussi des recrutements. Alors, je vais plus parler forcément de notre bassin, je vais vous parler du bassin, de tout le département 06. Hier, on faisait le point. En fait, on a beaucoup mutualisé notre travail avec Interagence, ce qu'on faisait déjà, mais là, on l'a accentué. C'est-à-dire qu'on a, pour toutes les offres de la santé et de l'action sociale qui étaient nécessaires à la fois sur Nice et sur, par exemple, le bassin ouest Alpes-Maritimes. On a mutualisé nos offres et on a contacté tous les demandeurs d'emploi inscrits dans ces métiers-là ou proches pour valider avec eux si oui ou non ils étaient intéressés. Et donc la collègue de Nice qui a géré tous ces recrutements et qui les gère encore parce qu'il y en a malheureusement encore beaucoup, on a fait quand même 140 recrutements en un mois et demi, rien que dans le secteur de la santé, ce qui est plutôt intéressant. Après, on a continué à faire des recrutements, on a continué à poursuivre des recrutements, des jolies histoires, on va dire. Hein, on en veut, on en veut. On a réussi, justement dans le commerce, on avait aussi plusieurs petites structures commerciales qui avaient des besoins et qui étaient vraiment submergées par le travail au quotidien et qui avaient besoin qu'on les accompagne dans leur recrutement. Donc, on a accentué la présélection, on leur a fourni quasiment les candidats clés en main et on a eu comme ça quelques belles histoires. Donc, si je comprends bien, en fait, vous avez changé vos process de recrutement en rentrant un petit peu plus dans une logique de conseil vis-à-vis des employeurs. Alors, on l'avait déjà, sauf que là, on a dû vraiment l'accentuer avec le côté sanitaire et surtout la présélection des candidats, c'est devenu quasiment systématique. Aujourd'hui, on a une offre de service sur l'offre d'emploi qui est de dire soit l'employeur gère seul son offre, soit on l'appuie parce qu'il n'a pas le temps, pas les moyens RH. Donc aujourd'hui, pendant le confinement, on a quasiment fait que de l'accompagnement plus pour trouver le bon candidat et le présenter à l'employeur le plus rapidement possible. C'était absolument nécessaire pour des toutes petites structures qui étaient vraiment en difficulté et qui étaient, je dirais, sur le front, le front des clients du matin au soir, quoi. Est-ce que ça veut dire que les employeurs finalement ont joué le jeu aussi de cette nécessité avec enthousiasme? Alors avec enthousiasme, peut-être pas. Ils ont dû aussi revoir un petit peu leur organisation dans le sens où souvent on pouvait avoir des critères de recrutement qui sont très élevés. Hein, on va dire, on va avoir envie de recruter la personne qui va avoir un savoir-être, un savoir-faire, toutes les compétences, une expérience. Et là, au final, on se retrouve avec peut-être beaucoup de monde disponible, mais en même temps avec des difficultés pour leur garde d'enfants ou qui ne sont pas disponibles pour une santé fragile et il est déconseillé d'aller prendre leur poste. Et bien là, on a peut-être plus de facilité, d'ouverture à prendre quelqu'un ou un sortant de formation, puisqu'on accompagne aussi nos demandeurs d'emploi sortant de formation. On a plus de facilité, je dirais, ou d'ouverture d'esprit à se dire, bon ben voilà, il faut peut-être que je réduise mes critères qui sont un petit peu trop importants. Et au final, ça se passe très bien puisque les quelques candidats dont je vous ai parlé tout à l'heure sont toujours en poste. Et ça va aller sur du CDI alors que c'était du remplacement au départ. Bon, on a de nouveau la connexion avec Julie. Oui, normalement. Julie, vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Et vous, est-ce que vous m'entendez? J'étais en train de vous dire qu'on était prêt pour la connexion et tout, et boum, j'ai perdu tout là. J'ai tout perdu. Bon, ça arrive. Ouais. Oui, on voulait savoir un petit peu de façon. Ça passe pas bien. Non, ça passe pas bien. Bon. Julie, on vous entend vraiment mal. Je pense que c'est votre connexion qui. Ouais. Est-ce que là vous m'entendez? Oui. Là c'est bon. On en profite. Ouais. Alors on va vous laisser, on va te laisser la parole. Est-ce que alors le confinement est arrivé, mais vous avez continué en fait les différents process que vous avez. Quels sont pendant cette période, quels sont les résultats que vous avez réussi
à continuer à faire? Alors nous, par rapport à nos clients, la question, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement, oui. Oui, disons que, alors nous, c'est ce que je disais avant d'être coupée, c'est que voilà, on a vraiment tenu à maintenir ce lien, à rester connecté avec nos clients. On a aussi, ce que j'ai pas dit, j'ai parlé du côté conseil, rendez-vous, web atelier. On a aussi continué, on a une communauté digitale avec nos cadres. Et on a absolument voulu garder le lien, le contact avec eux, animer cette communauté pour les garder en mouvement, les garder en réseau, leur communiquer de l'info en s'inspirant de tout ce qu'ils pouvaient nous dire, d'adapter aussi notre offre de services et notre conseil. Donc avec effectivement des cadres qui nous questionnaient sur l'entretien par visio, par exemple, et au même titre que les entreprises pouvaient nous questionner sur l'entretien par visio. Côté entreprise, on a adapté, je vous disais aussi qu'on avait adapté notre gamme d'ateliers en web atelier en tenant compte aussi de la situation actuelle. Par exemple, on a un atelier sur l'intégration, réussir l'intégration. Eh ben, on a fait un web atelier intégré en période de turbulence. Ben, voilà, on a essayé d'adapter tous nos services par rapport à la situation. D'accord. On ira plus en détail sur le web atelier. On va peut-être laisser quelques questions, puisque les auditeurs ont posé des questions, Marie. On a perdu Marie également. On a perdu Marie également. Non, excusez-moi, j'ai oublié d'activer mon micro. Donc, désolée. Première question. Quelles ont été les difficultés majeures rencontrées lors du confinement? Est-ce que vous envisagez de passer beaucoup plus de temps en visioconférence, même après le déconfinement total? Donc déjà, c'est les premières questions. Après, voilà, oui. Alors c'est plus par rapport à qu'est-ce que vous allez garder? Est-ce que ça va remettre dans une autre situation ce que vous faites aujourd'hui, en fait? Est-ce que vous allez garder des éléments par rapport à ce que vous avez innové pendant cette période? Julie? Alors, Julie ou Ingrid, ouais. Julie, alors oui, il y a plusieurs facettes, je dirais, parce que c'est vrai qu'il y a la partie, moi je peux vous parler en tant que manager et avec une équipe que j'ai animée quotidiennement pendant toute la période de confinement. Là, on est en train de plancher sur le déconfinement, puisqu'à l'APEC, on est toujours en télétravail, je pense jusque fin juin. On est en train de travailler sur le plan de déconfinement. Du coup, le télétravail était déjà en place à l'APEC, mais je pense qu'il va se généraliser, comme dans beaucoup d'entreprises, puisque c'est l'heure un peu du bilan et c'est vrai qu'on a tous pris conscience qu'on pouvait continuer en travaillant différemment. Donc ça, c'est possible. Donc ça aura forcément un impact dans l'organisation de notre travail. Et pareil, dans le conseil qu'on fait auprès de nos cadres. Je vois, moi, quand je m'entretiens avec certains de mes consultants, ils me disent, mais tiens, avant, j'aurais jamais envisagé de faire mes rendez-vous à distance. Demain, oui. Pourquoi faire venir quelqu'un quand on connaît les problèmes de mobilité qu'on a sur notre département? Pourquoi le faire venir d'aussi loin? Parce qu'on accompagne aussi des cadres actifs. Pourquoi leur faire poser des journées de congé pour venir nous voir alors qu'on peut tout à fait le faire à distance avec l'outil de visio, en fait. Et après, on planche même maintenant dans cette continuité à organiser des événements de mise en relation, d'éclairage marché, voire de recrutement avec la visio. Alors, pas que du 100%, on a beaucoup d'attentes pour… nos cadres sont très pressés de voir nos centres réouvrir, mais effectivement, on planche sur des choses qu'on pouvait faire en présentiel, qu'on pourrait mixer avec le distanciel et la vision. Ingrid, par rapport à vos processus, vous avez déjà entériné un certain nombre de changements, d'évolutions? Alors, j'étais déjà intervenue sur une sur une conférence sur le télétravail, le management du télétravail à distance à Telecom Valley. Et de ce fait, moi, c'est quelque chose qui était déjà habituel, en tout cas pour ma pratique à moi. Mais je sais que notre établissement
ça a changé beaucoup de choses. Je trouve qu'en tant que manager de proximité à Pôle emploi, on a été davantage associés en ligne directe aux décisions et aux propositions nationales. Je m'explique. Notre directeur général nous a fait quand même 2 webconférences où on a pu poser des questions en direct, alors qu'avant, c'était plutôt quelque chose qu'on avait en version descendante par l'intermédiaire de nos chefs d'agence, etc. Donc ça, pour moi, en tant que manager, c'est un plus parce que on a le sentiment d'avoir fait progresser le télétravail. C'est ce que dit aussi notre directeur général, c'est ils avaient engagé cette démarche de généralisation du télétravail, mais elle va être amplifiée au niveau national pour pouvoir mettre en place davantage de choses. Pour les conseillers, c'était un management quand même différent, hein, Julie, elle l'a dit. Oui. On a dû faire un management quotidien en télétravail, donc ça veut dire effectivement beaucoup de visio. Beaucoup de concentration, c'est quand même une autre manière de voir les choses. Nous, on avait aussi un management où quotidiennement, on avait un point avec chaque conseiller. Et de ce fait, il a fallu quand même le maintenir, d'autant plus dans cette période de crise, en ayant des points de vigilance avec ceux qu'on entendait moins dans les visios, qui participaient moins aux réunions, qui faisaient moins de propositions. Il m'a semblé absolument nécessaire d'avoir un point de vigilance et d'accompagner davantage cela. Donc, ça veut dire d'autres contacts toujours à distance, mais un suivi encore plus précis de ceux qu'on peut sentir un petit peu en difficulté ou le moral en baisse parce que être isolé tout le temps, c'est pas simple. C'est pas simple. Ou être confiné avec les enfants, c'est pas simple non plus. Oui. Voilà. On Et a quand même- par rapport au service qu'on a rendu, oui, c'est important parce qu'en fait, on a dû interrompre, par exemple, les formations. J'en ai souvent parlé avec Télécom Vallée. On a des formations en entreprise. Et on en avait plusieurs qui avaient démarré. Donc, on a dû aussi travailler là-dessus par rapport à l'employeur, mais aussi par rapport aux candidats, à de les accompagner à maintenir le niveau d'attention et de vigilance et d'intérêt pour le poste pour pouvoir reprendre les formations post-déconfinement. Et on a eu malheureusement des sorties de formation à cette période-là, notamment dans le numérique. On avait monté une très belle action avec l'université, la ville de Valbonne et French Tech pour former des personnes en Java J2E et d'autres secteurs. On avait une promotion d'une 30aine de personnes qui s'est achevée pendant le confinement. Et au vu du marché de l'emploi, on a décidé de mettre en place un accompagnement supplémentaire et à distance, donc qui réunit des conseillers entreprises, des conseillers demande et qui permet de faire un point une fois par semaine, sur donc 4 à 5 semaines, on va faire ça. On va les accompagner sur tout ce qui est recherche d'emploi, positionnement dans les entretiens visio, etc. Et donc, on a déjà eu marché du travail, adaptation au marché du travail, qui a terriblement changé en 1 mois et demi, notamment dans le numérique. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait avant. Donc, comment se repositionner et avec quels outils, quels moyens. Donc, on a 5 ateliers, tout ça en visio. Et ça, c'est un petit peu nouveau pour nous, je dirais. Donc tout le monde doit être équipé maintenant, tous les demandeurs d'emploi avant de Oui. commencer, quelle que soit Oui. leur démarche. D'accord. Alors ça, par contre, c'est une difficulté parce qu'on sait que Mmh. toute la population n'est pas équipée. J'ai Absolument. quelques chiffres à vous donner. Mmh. On a des chiffres qui nous permettent de voir que 11% seulement des demandeurs d'emploi ne sont pas équipés, ne disposent d'aucun accès à Internet depuis leur domicile, contre 3% des personnes en emploi. Par contre, ce qu'on appelle situation d'électronisme, c'est-à-dire qu'on est assez inadapté aux modalités d'Internet, les chômeurs
sont en situation d'électronisme à 9% pour 4% des personnes en emploi. Donc, on voit que malgré tout, par rapport à la totalité de la population, les chômeurs sont plutôt bien positionnés sur ce champ-là. Alors, est-ce qu'ils maîtrisent tous les codes, je dirais, de ces entretiens? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore des choses perfectibles, comme toujours. Et je pense aussi que les employeurs, notamment les toutes petites structures qui n'ont pas de service RH, qui ne sont pas rodées à ces types d'entretiens en visio, ça peut être une difficulté et qu'on met un point d'honneur à les accompagner aussi là-dessus, à les mobiliser, à les sensibiliser, à leur donner les petits trucs et astuces qui vont avec. D'accord. Au niveau de l'APEC, peut-être la population n'a pas les mêmes ratios d'électronisme. Alors, je n'ai pas forcément Bien sûr. les chiffres aussi précis. C'est vrai que, oui, on pourrait penser que naturellement, nos cadres sont plus équipés. Bon, enfin, moi, vous voyez ce qu'on vient de vivre sur nos web ateliers. On a vécu de grands moments de solitude. Hein, vous savez, entre le moment où tout le monde se connecte, j'entends pas, je vois pas, je comprends pas. Enfin, en tout cas, nous, je le vois rien qu'au niveau de mon équipe, parce que c'est vrai, comme je rejoins Ingrid, hein, moi, le management a été très serré c'était vraiment indispensable. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup dans mon poste aussi à ce niveau-là. Et je le vois dans l'évolution de nos visios, puisqu'on faisait des visios quasiment tous les jours. Au début, c'était compliqué. Et puis maintenant, on sait se passer la main, montrer des documents. Enfin, on est très, très à l'aise. Mais c'est vrai que oui, nous, les cadres sont plus à l'aise naturellement avec tous ces outils. Quoique, c'est ce que je vous disais, moi, sur les entretiens, il a fallu quand même les coacher, enfin leur expliquer des trucs et astuces pour qu'ils puissent être à l'aise par rapport aux entretiens, parce que voilà, personne n'est naturellement à l'aise avec l'écran. Alors peut-être qu'au bout de 2 mois, oui, mais par nature, non. Alors le recrutement, bon, on a vu la sélection, mais le recrutement, vous accompagnez en général à la fois les entreprises et les demandeurs jusqu'à l'intégration. Alors est-ce que vous avez des exemples d'intégration, puisque l'intégration digitale, ça veut dire que la personne n'a pas pu voir réellement le lieu, le site où elle va travailler, etc. Et comment ça se fait si ça s'est produit? Alors moi, je peux peut-être en parler puisque je l'ai vécu. D'accord. Voilà. À titre personnel, j'ai intégré la semaine dernière une collaboratrice, une consultante. Donc, on avait finalisé le recrutement juste avant le début du confinement. Et je l'ai intégrée la semaine dernière, donc en Corse, en télétravail. Donc, c'était une expérience nouvelle pour moi en tant que manager. Donc c'était très bien puisque ça a nourri à la fois mon conseil par rapport aux entreprises. Je vous avouerai que avant, j'étais pas très à l'aise. Je me suis dit, mon Dieu, comment ça va se passer? Est-ce que cette personne va se sentir intégrée? Et au final, ça se passe très, très bien. À peu de choses près, c'est presque la même chose. Enfin, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de processus d'intégration d'une manière générale, hein, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc, toute intégration se prépare. On va dire que la spécificité quand c'est à distance, c'est qu'il faut que ça soit encore plus préparé, mais comme les entretiens. Donc moi, ce que j'ai fait à mon niveau, c'est qu'effectivement, j'ai pris un temps en amont pour lui construire un planning d'intégration avec plus de temps qu'on pourrait avoir en présentiel, mais des temps plus courts. Voilà, qui est une intégration assez rythmée. Oui, Pierre. Donc en fait, plusieurs fois, vous avez eu entre vous la préparation d'un planning d'intégration, et donc sur des périodes sur des temps vraiment courts mais répétitifs. Donc c'est dans la séquence que vous avez changé. C'est ça. C'est-à-dire que moi, ma volonté, c'était vraiment rapidement qu'elle se sente, qu'elle s'imprègne de la culture de l'entreprise, même à distance, qu'elle puisse se sentir intégrée dans une équipe. Donc, c'est pour ça que j'ai prévu, il y a eu beaucoup de visio. Moi, son premier jour, on a démarré ensemble, mais j'avais prévu le même jour un temps avec le N+2, un peu le bienvenu, le mot du directeur. Elle a eu un temps aussi avec son binôme,
parce que moi j'ai un consultant en Corse, donc là on double le poste. Le lendemain, on a fait une visio avec toute l'équipe Alpes-Maritimes Corse et on s'est permis un peu de fun. Enfin, moi j'avais préparé une sorte de portrait chinois. Et les vertus ont été vraiment bénéfiques parce que ça lui a permis vraiment de faire connaissance avec l'équipe de manière très détendue. Et en plus, même pour l'équipe, on s'est découvert des nouveaux aspects de nous. Et du coup, c'était bénéfique pour elle et puis pour toute l'équipe. Après, je lui ai affecté un référent métier, donc un autre consultant du métier avec qui elle a eu un premier échange hier pour tout ce qui est aspect métier. Et puis voilà, des temps assez rythmés, des temps d'observation. Mon objectif, c'était vraiment qu'elle ait tous les jours quelque chose, mais pas qu'elle passe 6 heures en visio, hein, parce qu'on l'a évoqué, c'est quand même… ça génère une certaine forme de fatigue. Et quelque part, et je l'ai entendu aussi parce qu'on a eu quand même quelques cadres qui ont trouvé du travail pendant cette période de confinement. On a eu des bonnes nouvelles dans notre communauté. Et j'ai entendu que quelque part, intégrer confiné, ça permet d'intégrer, ça permet d'intégrer de manière, alors pas tranquille, mais de pouvoir assimiler. Alors, il y a des désavantages parce qu'on n'est pas dans l'entreprise, mais il y a des avantages de se dire, j'ai ces temps et entre deux, je peux bien assimiler tranquillement. Ça procure une tranquillité intellectuelle, en fait, pour assimiler l'entreprise. Oui, le temps, on a l'impression que le temps est passé différemment en confinement, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre plus de temps à faire certaines actions. Merci. Ingrid, de ton côté, est-ce que tu as eu jusqu'à l'intégration ou du onboarding? Alors, nous, on fait déjà pour Pôle emploi ce type d'entretien à distance parce que notre service RH est à Marseille. Donc, lorsqu'on fait des recrutements de personnes en CDD ou de changement de poste, de mutation, on fait déjà des entretiens en visio comme ça. Donc là, en l'occurrence, j'ai intégré maintenant déjà depuis quelques temps dans l'équipe un certain nombre, 3 collaboratrices, une en apprentissage et 2 en contrat CDD. Et c'est vrai que pour elles, ça a été une vraie difficulté. Ce confinement parce qu'on a un travail, enfin on dit toujours que pour maîtriser le sujet à Pôle emploi, il faut 2 ans pour être à l'aise. Donc avec 5-6 mois d'ancienneté, c'est compliqué de se retrouver dans une situation où on est très isolé. Nous, il faut beaucoup de partage d'informations et beaucoup oralement. Donc cet isolement était une situation délicate pour elles et l'intérêt c'est qu'elles n'ont pas eu d'inquiétude à en parler et ce qui fait qu'on a pu mettre en place, elles avaient des tuteurs, donc on a pu remettre en place à distance des temps d'échange, elles ont pu poser des questions, elles ont pu m'en poser des questions, elles ont pu aussi me poser des questions directement à moi, chose qu'elles n'auraient pas fait sur site. En visuel, elles seraient adressées à n'importe quel collègue à côté, alors que là, elles sont venues plus vers moi et ça m'a permis, je trouve, de créer davantage de confiance aussi. À partir du moment où on a structuré le travail ensemble et on a apporté des éléments travail qualitatif et technique, ça leur a permis de stabiliser tout ça. Quant aux clients, on a effectivement de belles réussites d'intégration à distance. On a eu une chargée de communication comme ça qui a été intégrée. Alors, c'est un peu frais pour vous dire comment ça se passe sur le post-intégration, mais tous les entretiens ont été menés à distance dans un délai très court. Ça s'est fait assez facilement, assez fluidement. Après, le poste, j'ai pas les informations pour la suite. Bon, ce sont des exemples, donc des cas particuliers, bien évidemment, Oui. mais est-ce que vous pensez que du côté, en tous les cas, des employeurs, est-ce qu'il y a une plus grande rapidité d'intégration ou en tous les cas de décision, parce que justement peut-être dû à l'urgence, mais aussi dû à cette distance qui quelque part rapproche, hein, c'est lors d'un précédent Libre Antenne, en fait, les employeurs nous disaient qu'effectivement le fait d'être en connexion à distance, parfois chez la personne elle-même, avec son environnement familial, ça permettait aussi
de mieux comprendre et de rapprocher la personne par rapport à sa compréhension, en tous les cas, de l'environnement. Est-ce que ça veut dire que les employeurs sont prêts aujourd'hui, en fait, à intégrer, à recruter avec parce que je sais que les délais en général sont assez longs entre les prises de décision traditionnelles, hein, le temps de rencontre, les face-à-face, etc. Est-ce que on voit une possibilité de raccourcir un petit peu ce temps-là ou pas? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine puisque je vous ai cité un cas où on a intégré très vite quelqu'un sur un poste de chargé de communication, mais c'était à la fois une offre, ce qu'on appelle nous prioritaire pendant le coronavirus, puisqu'il s'agissait de travailler sur des outils, sur une start-up qui mettait à disposition des services numériques aux entreprises qui avaient besoin pendant le confinement. Mais j'ai d'autres exemples en tête où il a été maintenu quand même de mon point de vue, des choses très lourdes avec des recrutements en 3 étapes avec téléphone, premier entretien candidature écrite, premier entretien téléphonique, deuxièmement des tests et puis troisièmement une visio avec 2 interlocuteurs en face dans un système assez classique, je dirais, quand on est en visuel où il y a 2 personnes qui se renvoient la balle et qui questionnent le candidat. Visiblement, ça a été vécu comme de manière assez stressante. Et voilà, ça, c'est pas encore remis en cause complètement. C'est pas remis en cause complètement. Je pense que c'est pas encore. Enfin, peut-être ça va changer des choses par rapport à la proximité justement et l'intégration dans l'équipe, mais je pense que c'est encore un peu tôt. Par contre, on a beaucoup d'entreprises qui déjà, je pense, disent en tout cas réfléchir à l'éventuel reconfinement ou deuxième vague et du coup commencent à se former effectivement, à être de plus en plus sensibles aux outils numériques et à comment ils vont devoir travailler leur offre commerciale, donc plutôt recruter peut-être des gens avec des compétences numériques. Donc pour l'instant, c'est un peu marché plat pour le numérique, mais peut-être ça risque de repartir si jamais on devait avoir des difficultés avec une deuxième vague. Marie, peut-être nous avons des questions. Non, pas pour le moment. Donc, pour l'audience, si vous avez des questions, vous pouvez, n'hésitez pas. Il y a le chat. Alors, s'il y a un commentaire d'Armel. On va le lire. Bonjour, en tant que consultante, je peux passer des annonces sur l'APEC, sur Indeed, PackJob, presque partout, mais pour passer une annonce sur Pôle emploi, Ingrid, désolé, c'est pour toi. C'est très compliqué. C'est très compliqué au point que j'ai abandonné. Il me faut notamment l'autorisation écrite du client. Oui. C'est dommage, la raison qui m'a été donnée, qu'il y avait des escrocs qui passaient de fausses annonces en recrutement. Non, c'est pas tout à fait ça. Alors, il y a un petit mélange des genres. Alors, aujourd'hui, vous savez qu'il y a 2 choses dans la question, dans la remarque de la personne. On a 2 choses. On a aujourd'hui des tentatives de phishing, d'escroquerie. Ça, c'est certain. Donc, en fait, on a les employeurs qui souhaitent recruter ont un espace recruteur avec une double authentification. Donc, il est absolument nécessaire de vérifier que c'est bien eux. Deuxièmement, Pôle emploi a des missions de service public qui sont la transparence du marché du travail et s'assurer que l'offre qu'on va diffuser est bien une offre qui correspond à un réel besoin et qui n'est pas une projection. Donc pour ça, la loi nous autorise effectivement à vérifier qu'il y a bien un client final, que ce soit pour l'intérim ou un mandat pour des cabinets de recrutement ou pour des ESN. Donc effectivement, nous posons régulièrement la question. Je pense qu'il faut se mettre à la place du candidat. Surtout dans cette période de confinement, on a été extrêmement sensible à ça. Il est, me semble-t-il, important de se mettre effectivement à la place du candidat qui va se faire beaucoup d'espoir sur plusieurs offres qu'il va voir diffusées sur le même métier. Et puis au final, il va candidater. Il n'aura pas de réponse positive. Donc, il va être un petit peu en découragement.
Et il va se dire, mais du coup, ces offres n'existent pas. C'est donc une des missions de Pôle emploi que de s'assurer que le marché du travail est juste. C'est pour ça qu'on fait ces petites vérifications-là. C'est un impératif pour être en cohérence avec la loi. Voilà, j'espère avoir répondu et vous avoir, et vous avoir convaincu de cette nécessité-là. Nécessité. Bon, De il y a cette les- nécessité parce que ça brouille vraiment le message si vous diffusez des offres qui ne sont pas réelles. On crée des attentes et derrière des frustrations énormes. Et en plus, on fausse le marché du travail là où c'est Oui. déjà des marchés très tendus, donc c'est assez compliqué. Donc autant être au plus près. Si vous voulez chercher des candidats sur pôle emploi.fr, votre espace recruteur, vous avez ce qu'on appelle la banque de profils qui là permet de rechercher des candidats qui sont soit demandeurs d'emploi, soit non inscrits. Un salarié peut très bien avoir son profil en ligne sur l'espace Pôle emploi. Et ça, c'est Bien. en libre accès. Ça permet de clarifier, il y a des règles à suivre, effectivement, Oui, sur lesquelles effectivement. vous avez une vraie responsabilité. Pardon, je te coupe Pierre parce qu'il y a Jean-Claude Cherpin qui réagit à ce que tu as dit, Ingrid. Pourquoi ne pas qualifier l'offreur chez Pôle emploi? Pourquoi ne pas qualifier alors, l'offreur? Alors Jean-Claude, est-ce que peut-être Ah, Oui, ouais, est-ce que peut-être Jean-Claude peut développer? je vais essayer de te donner la parole, Jean-Claude, si tu veux. Hop, comme ça, tu peux peut-être réagir sur les 5 dernières minutes qui nous restent. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, Bonjour. parfait. Bonjour, Jean. Oui, je comprends tout à fait, hein, Ingrid, évidemment, les raisonnements en question. Pour ceux qui ont fait du recrutement, on a parfois rencontré des fausses offres d'emploi telles que tu les as décrites. On a même vu des offres d'emploi destinées à savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché. C'est ça. On a même vu des offres d'emploi, le cas le plus grave que j'ai rencontré, grave, hein, c'est une offre d'emploi susceptible de faire répondre à un candidat. L'objectif était de faire sortir le candidat de la société dans laquelle il était initialement. Oh là là. Aussi. Ouais. Donc, vous voyez, hein, ça c'est un cas que j'ai jamais rencontré, Donc, mais ça fait peur, quoi. Une fois en 40 ans, hein, c'est pas non Ouais. plus, je veux dire que c'est comme le Covid, hein, c'est très grave, mais on est peu à en mourir. Si je peux me permettre de faire de l'humour noir. Non, simplement, ce que je voulais dire, c'était pourquoi vous n'avez pas une possibilité de qualifier, alors sans tomber dans une certification à la française, mais de qualifier l'auteur de l'offre. C'est-à-dire qu'à partir du moment, ce que je veux dire, c'est je montre patte blanche, je suis une société qui fait du consulting, je remplis donc un NAF, un SIRET, un Oui. code PE. Et à partir du moment où j'ai passé ce cap de qualification, bah, vous acceptez la rédaction des offres d'emploi que je peux être amené à passer dans Pôle emploi. Oui, alors c'est ce qui est déjà fait hein, à travers l'espace recruteur. On le fait vérifier, on le valide avec l'employeur et derrière, on a la possibilité de passer des offres. Justement, sans les vérifications ultérieures, le document écrit, l'engagement Alors écrit. ça, c'est aussi une relation de confiance, effectivement. Et ça, c'est ce que s'emploie à faire. Oui, complètement. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec beaucoup de recruteurs, que ce soit ESN ou, je dirais, entreprises classiques ou que ce soit des entreprises d'intérim. À partir du moment où on sait qu'on travaille en confiance, il nous arrive effectivement de valider des offres. Maintenant, si on a un doute, on va en parler avec le cabinet de recrutement ou l'interlocuteur. Non, mais ça veut dire qu'il y a une solution qui est une solution allégée en quelque sorte. Oui, bien sûr. La plupart du temps, nos offres passent en validation automatique. Hein. On a 80% de nos offres qui passent en validation automatique. Mais pour autant, Pôle emploi est engagé dans une démarche plutôt qualité, plutôt que volume, et ce qui fait que nous, effectivement, on va essayer d'accompagner et l'employeur et le demandeur sur la candidature. Donc, on va avoir besoin de travailler avec le recruteur pour pouvoir lui faire des propositions efficaces. Je crains là aussi pour ce que j'entends, qu'on soit prochainement tous engagés dans une approche en volume, malheureusement.
Oui, de demandeurs d'emploi, oui, on a eu une période là, surtout fin mars, où il y a eu une augmentation des inscriptions. Donc, il a fallu là aussi s'adapter et les gérer par téléphone ou par visio, puisque normalement, c'est une inscription qu'on faisait en physique. Là, on est en train de réouvrir et de faire évoluer nos systèmes informatiques pour pouvoir mettre aux demandeurs d'emploi de faire un choix, soit d'un entretien téléphonique ou visio, soit d'un entretien physique. Post-confinement là, hein, donc c'est une organisation et une gestion administrative et technique un peu lourde, mais c'est le cas. Pour notre bassin d'emploi, on a eu donc une progression des inscriptions fin mars, hein, début avril, mais pour cette session de fin mai, pour l'instant, c'est plutôt assez calme. On n'a pas noté de nouvelles progressions. Je pense que beaucoup sont en attente de ce qui va être décrété sur cette deuxième partie du déconfinement, et puis de l'évolution aussi économique, notamment touristique, puisque on est un secteur complètement impacté et on est impacté en cascade avec la sous-traitance derrière. Et Julie, pour le marché des cadres et assimilé, tu vois des choses qui bougent aussi dans ce domaine? Le marché a déjà bougé ou pas encore, ou des tendances ou des impressions à venir? Alors, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué pour nous de faire des perspectives. Ce qu'on remarque, nous, on tourne à 50% de notre marché côté offre, hein, côté offre entreprise. Là, sur le bassin des Alpes-Maritimes, moi, je regarde tous les matins. C'est un peu le cours de la bourse. Hein, j'essaie de suivre ça de très près. C'est l'horreur. Et ça ne bouge pas. Donc là, on est à peu près à 600 offres sur le bassin, là où on tournait à 1200. Donc, c'est la tendance nationale. Je ne vois pas d'amélioration. Côté cadre, on annonçait en début d'année des perspectives records. Donc là, tous les schémas vont être revus. L'emploi des cadres repose sur l'investissement des entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont plus un souci de sauver la trésorerie plutôt que d'investir. Donc, on reste prudent, on attend de voir comment le marché va repartir. Et côté cadre, alors c'est vrai que nous, ce qui nous différencie de Pôle emploi, c'est qu'on accompagne des cadres en poste et aussi des jeunes diplômés, le Pôle emploi aussi, mais voilà, il n'y a pas que les demandeurs d'emploi. Moi, ce que je vois, c'est des jeunes diplômés très inquiets en ce moment, qui nous sollicitent, qui sont très inquiets par rapport aux perspectives, beaucoup qui n'ont pas pu faire leur stage, donc qui ont besoin d'accompagnement. Beaucoup de cadres en poste qui viennent aussi nous voir par anticipation. Parce qu'ils sont inquiets pour la situation de leur entreprise. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une augmentation des inscriptions de ce fait ou pas encore? Alors, nous, on ne mesure pas vraiment les inscriptions. On n'est pas dans ce volume parce que comme on est vraiment dans un conseil, on a quand même une baisse globale d'activité de demande. Donc, je peux plus te donner des phénomènes de tendance. Voilà, moi, je vois plutôt une inquiétude des cadres. On est conscient aussi qu'on va récupérer des cadres qui étaient, pour certains, déjà sans emploi depuis très longtemps et qu'on va récupérer sur un marché très mou. Donc, il va falloir redynamiser, accompagner. Bon, d'ailleurs, on va travailler avec Pôle emploi pour réfléchir, pour être au plus près de ce qu'on peut leur apporter, mais c'est la tendance. En complément peut-être de ce que dit Julie et de ce que je vous disais tout à l'heure, courant mars, fin mars et début avril, effectivement, nous on a noté un certain nombre de cadres qui se réinscrivaient notamment sur le numérique. On s'est retrouvé avec des nouveaux profils qui n'étaient pas inscrits précédemment. Et c'est quel type? En numérique, hein, des ingénieurs notamment, et on a de ce fait commencé à retravailler et à l'anticiper. En parallèle, les équipes, en tout cas mon équipe sur Antibes a lancé des questionnaires pour un peu savoir les tendances, puisque je vous avais évoqué tous les job dating et les recrutements qu'on a dû annuler, notamment en juin. On avait prévu de faire un salon de recrutement ou un salon en ligne. Aujourd'hui, la tendance de retour des questionnaires, c'est pas de recrutement pour l'instant. On verra en septembre, peut-être même en novembre, notamment pour les cadres. Oui, sur le mois de septembre, nous aussi. Ouais.
Très bien. Pour finir, donc vous abordez donc cette période avec quand même pas mal d'incertitudes aussi. C'est certain. Oui. Quels sont d'après l'expérience que vous avez, ce que vous pouvez prévoir en fait, qu'est-ce que vous aimeriez recommander à la fois aux demandeurs d'emploi et à ceux qui vont les accueillir si le marché redémarre? Alors, je prends la… Oui, pardon. Je te laisse la parole, Julie. Pardon, Julie. Merci, c'est la gestion du blanc, ça. Oui. Non, mais je pense que en lien avec le thème, parce que moi j'ai entendu là pendant le confinement des entreprises qui s'empêchaient de recruter parce qu'ils ne pouvaient pas recruter en face à face. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on tire. Alors j'ai pas envie que ça devienne la norme non plus, mais il faut qu'on tire aussi une expérience de ce qu'on a vécu et de se rendre compte qu'on peut mener un entretien à distance, que même au-delà du confinement, ça permet de toucher des candidats qui sont peut-être d'une autre région. Enfin, voilà, il faut faut pas qu'on revienne à nos habitudes d'avant sans tirer expérience de ce qu'on a vécu. Absolument. Hier, justement, j'ai échangé avec un cadre qui a retrouvé un poste. Il a retrouvé un poste dans les Cévennes. Et en bon niçois, il n'avait jamais envisagé de partir de son département. Et bon, c'est une petite structure. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient travailler majorité de son temps à distance et qu'ils feraient quelques déplacements. Donc, j'ai dit, c'est une super, voilà, ça c'est une super expérience, c'est-à-dire qu'on peut créer de l'emploi interrégion. Il y a des compétences qu'on a peut-être pas forcément qu'on a ailleurs et vice versa. Voilà, il faut qu'on tire profit aussi de toute cette période. Et côté cadre ou candidat, j'ai envie de leur dire, voilà, il faut continuer à se rendre visible, à développer son réseau. Parce que le même candidat hier me disait, c'est parce que vous m'avez sans cesse répété de développer mon réseau, et il a trouvé ce poste aussi par son réseau. Donc ça, c'est vraiment très très important, surtout sur le marché cadre, hein, ça marche très très bien le réseau. Donc et puis j'espère qu'ils ont profité de ce temps pour se former, parce qu'on se rend compte plus que jamais que le digital va de plus en plus faire partie de notre quotidien. Donc, du coup, là, j'ai vu une multiplicité, c'était le thème de la Libre Antenne de la semaine dernière, sur la formation, une multiplicité de MOOC, de webinars. Enfin, on avait vraiment l'opportunité de s'enrichir pendant cette période. Donc, voilà, d'entretenir ces compétences, puisque les compétences évoluent très, très vite. Et le besoin des entreprises aussi évolue très, très vite. Très bien, merci. Ingrid, de ton côté? Mais ce sera effectivement des conseils un petit peu identiques. Je dirais que aujourd'hui, il faut rester vigilant et agile sur toutes les opportunités. Et pour les employeurs, effectivement, cette orientation numérique va peut-être apporter des solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc, de nouveaux profils et de nouvelles idées, de nouveaux métiers risquent d'émerger de manière assez importante. On les pressentait dans d'autres régions que la nôtre. Je pense notamment aux community managers, où on en a quand même un petit peu, mais ce n'est pas une généralité. Mais dans toute structure, a priori, on va devoir adapter ses habitudes et on va devenir peut-être un petit peu plus écologique aussi grâce à tout ça. Merci. Bon, on arrive à la fin de notre session. Merci beaucoup pour tous ces partages d'expérience. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Je laisse la parole à Elisabeth. À la prochaine. Eh bien, moi je vais dire la même chose que toi, Pierre. Un grand merci, Julie, un grand merci, Ingrid, d'avoir partagé ce moment d'expérience, retour d'expérience, et pour ces échanges. Et je crois comme à chaque webinaire qu'on a pu organiser,
nos intervenants nous ont tous souligné le fait qu'il faut que nous restions tous vigilants et agiles, justement. Et c'était le mot de la fin de Ingrid, et je pense que c'est ce mot qu'il va falloir que véritablement nous intégrions jour après jour. Voilà, encore merci Julie, merci Ingrid, et merci Pierre. Merci. Merci. Merci Elisabeth. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.